un des critères de choix pour savoir si vous pouvez faire un bout de chemin avec un de vos financeurs, c'est ça aussi. Regardez bien sûr les conditions, regardez bien sûr, encore une fois, la réactivité, regardez l'affectio societatis qu'il peut y avoir, mais regardez aussi ce qui va pouvoir être créé derrière en termes de conseils, en termes de mise en réseau, de mise en relation avec des gens qui font peu ou prou la même chose que vous ou des choses sur les mêmes filières. Et puis mise en réseau, en visibilité aussi, hein, quand on fait intervenir un des entrepreneurs qu'on a soutenus devant un parterre de comités d'entreprise, par exemple, parce que les salariés de l'entreprise en question ont investi dans la CIFA, il se crée des choses aussi. Et c'est pas forcément les interlocuteurs que vous auriez immédiatement ciblés. Donc vraiment cette capacité de mise en réseau, je pense que les sociétés ou les investisseurs aujourd'hui qui s'investissent, qui s'intéressent à l'entrepreneuriat social, pour certains d'entre eux, pas de publicité gratuite, mais effectivement amènent ça en plus, et ça il faut savoir le détecter, c'est important. Un business plan, c'est un exercice obligé, il faut le faire, si possible en faire 2 ou 3 d'ailleurs, suivant les hypothèses, mais c'est autant un exercice pour vous que pour nous. Nous, quand vous allez arriver avec votre business plan, on va commencer par taper dedans, par le remouliner dans tous les sens. Ce ne sera pas grave. Ce qui est important, c'est que c'est un exercice qui vous permet de savoir ce que vous voulez être et ce que vous voulez que votre entreprise soit dans 3 ans. Et ça, pour un intervenant, c'est déterminant. Dans la vie de l'entreprise, il y a aussi la question de est-ce qu'on est mûr pour s'ouvrir à des partenaires, hein. Faire monter en capital, c'est faire rentrer le loup dans la bergerie ou l'agneau dans la meute, peu importe, ça c'est à voir. Mais voilà, donc est-ce que le groupe porteur ou l'entrepreneur est mûr pour ça ? Après, il faudra qu'il blinde, qu'il défende bien ses intérêts, qu'il fasse le montage avec des professionnels si possible, pour bien préserver ses intérêts. Hein. On voit des pactes, y compris dans l'investissement solidaire, parfois des pactes d'associés qui nous font dresser les cheveux sur la tête. En fonction du statut, vous vous ouvrez certaines portes, vous vous en fermez d'autres, en tout cas en termes de financement, puisqu'évidemment il y a des possibilités financières très différentes, qu'on soit associatif ou qu'on soit SAS. Donc si on est sur la part associative, donc nous c'est un univers qu'on connaît très bien, on finance à peu près plus de 1000 associations chaque année. Les principaux partenaires avec lesquels nous sommes amenés à travailler, ce sont évidemment les mécènes et les fondations, puisque c'est un des premiers leviers de financement possible pour ce secteur, avec le deuxième levier qui est assez classique aussi pour le milieu associatif, ce sont les fonds publics. Il y a vraiment un lien entre ces deux pans, si on peut dire. Quand je mets mécènes et fondations, d'ailleurs, on peut inclure aussi les financements du coup liés au financement participatif, donc tout ce qui vient de dons de particuliers, donc soit via le financement participatif, soit via des dons directs, des campagnes que les associations peuvent lancer. Donc ça, pour l'amorçage, c'est souvent les leviers les plus classiques pour démarrer une association. Quand on va vers les sociétés commerciales, donc qu'elles soient coopératives ou non, là évidemment toute la partie mécénat est plus complexe, voire pour beaucoup d'entre elles maintenant impossible. C'est assez compliqué pour... je ne sais pas quelle est la position de la Fondation Accenture, mais en tout cas il y a énormément de fondations aujourd'hui qui, même sur les coopératives, sont de plus en plus, ont de plus en plus de difficultés à pouvoir soutenir des projets coopératifs via du mécénat et des dons de la Fondation. Donc du coup, sur ce type de projet, on va aller plus vers toutes les possibilités de financement via les investisseurs. Donc il y a énormément d'investisseurs à impact qui existent, alors notamment Comptoir de l'innovation porté par le groupe SOS. Tout à l'heure, Denis citait Fitrust. Il y a beaucoup Investir et Plus. Il y a vraiment beaucoup d'acteurs qui existent, alors qui sont plus ou moins spécialisés sur certains types de projets.
et qui là du coup vont vraiment faire, être dans une démarche d'investisseurs, donc d'investisseurs dans la durée. Sur ce type d'entreprise. Après, il y a aussi la possibilité, et qui est très souvent utilisée par notamment les sociétés coopératives, de faire appel aux investisseurs via les lois TEPA, loi Madelin, en fait, qui permettent à des personnes physiques d'investir dans des PME, et du coup c'est aussi valable pour l'investissement dans des coopératives, et du coup via cet investissement en fait de bénéficier de réductions impôt sur le revenu ou ISF pour les personnes qui sont redevables à l'ISF. Ça, c'est quelque chose qui est très utilisé notamment par les sociétés coopératives. En tout cas, l'entrée statut est un point vraiment crucial parce qu'il y a effectivement cet enjeu de quelle porte je m'ouvre, quelle porte je me ferme, et comment je peux, du coup, en fonction du projet que je souhaite lancer, vraiment choisir le statut le plus adéquat. Souvent, le point, je pense, qui est crucial quand on cherche des financements, c'est de surtout ne pas s'adresser de la même manière à tous les financeurs. Et avoir bien en tête, avant de se lancer un peu dans l'aventure en se disant tiens, je vais voir un financeur, se poser et se dire qui j'ai en face de moi et qu'est-ce qu'il attend. Parce que ce qui est extrêmement important à comprendre, c'est que d'un financeur à l'autre, l'attente n'est pas du tout la même. Et le regard sur votre projet ne va pas du tout être le même. Un investisseur va avoir un regard évidemment sur l'impact du projet, l'impact social, mais aussi sur le rendement économique futur et du coup le rendement que lui peut attendre de son investissement. Un banquier va penser à son risque. Est-ce que demain je serai remboursé de mon prêt? Est-ce que et peut-être un peu moins au projet social. Et un mécène, un philanthrope va penser du coup beaucoup au projet social, à comment tout ça peut aussi entrer en lien avec sa propre stratégie en fait de mécène. C'est voir comment ça peut du coup être imbriqué avec éventuellement sa politique de mécénat de compétences. Donc du coup c'est toujours important de bien réfléchir aux arguments en fonction de du coup comment je convainc quelqu'un qui a évidemment ses propres attentes, ce qui est normal sur pourquoi ce soutien vers les entrepreneurs sociaux, et du coup de pas forcément préparer un document unique, mais arriver avec des arguments qui vont être mis en lien avec l'attente du financeur. Un point qui est souvent important, c'est de pouvoir en 5 minutes présenter de manière extrêmement claire, extrêmement lisible, son projet, son impact, pourquoi on le fait. Voilà, ça c'est un point qui est crucial, c'est les gens et leurs compétences, qu'est-ce que chacun amène dans le projet et comment, s'il y a des compétences qu'on n'a pas, comment on les trouve en fait dans tout ce qu'on peut avoir au niveau des associés, par son réseau, par des bénévoles qui peuvent venir aider, par du mécénat de compétences, par des coachs. Enfin voilà, ça c'est le point d'entrée numéro 1 et qui est vraiment le plus important, je pense, à l'amorçage, qui est même plus important en fait que les documents financiers. Savoir présenter en 5 minutes son projet, savoir exactement où on va, pourquoi on fait le projet et très pragmatiquement avec qui je travaille, quelles compétences et comment je mets tout ça en œuvre. Je pense que déjà quand on a ça, on est convaincant. Parce qu'en face, les gens se disent « Ah ouais, ok, je comprends ».